Bienvenue dans le guide ultime, pour apprendre à parler à des calmars spatiaux géants, sans déclencher la Troisième Guerre mondiale. Nous avons une linguiste de génie qui hallucine le futur, un physicien théoricien qui ne fait aucune physique, et des rochers flottants, qui provoquent un chaos mondial absolu. Attachez vos ceintures pour cette montagne russe mentale, où le vrai concept extraterrestre est simplement la communication humaine de base, et le travail des équipes. On commence par une paisible maison au bord d'un lac. Louise nous balance un présage bien lourd et prétentieux, sur le fait que la mémoire ne fonctionne pas de manière chronologique. Louise joue avec sa fille, Anna. Tragiquement, Anna attrape une maladie incurable, et tire sa révérence, ce qui plombe complètement l'ambiance. Louise enseigne le portugais à une salle vide remplie d'élèves accros à leur téléphone. Elle allume la télé et découvre la panique totale qui s'est emparée du monde. Surprise! Des objets massifs se sont écrasés aux quatre coins du globe. Les avions de chasse survolent la zone tandis que le campus se transforme en un embouteillage cauchemardesque. Les infos se demandent si ces trucs viennent vraiment de la Terre. Louise appelle sa mère pour se plaindre de ses présentateurs télé qui n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. Louise assure à sa mère qu'elle va bien, tout en observant 12 vaisseaux de 1500 pieds flotter sans but autour du globe comme des touristes égarés. Louise se réveille avec des émeutes mondiales, en direct à la télé. Elle file au boulot, mais surprise, c'est le désert total, une vraie ville fantôme. Le gouvernement panique, et les hauts gradés de l'armée débarquent dans son bureau. Le colonel Weber exige qu'elle mette ses talents de traduction ultra confidentiels au service de la nation. Weber lance un enregistrement audio de bruits d'aliens, des vrais. Louise demande alors avec sarcasme s'ils ont seulement une bouche. Louise explique à Weber qu'il est impossible de traduire l'audio sans une interaction en face à face. Elle fait étalage de sa supériorité linguistique avec aplomb pour décrocher le poste. Les marchés mondiaux s'effondrent pendant que Louise dort à point fermé. Weber revient, manifestement aux abois, et l'embarque dardard dans un hélicoptère assourdissant. Elle rencontre Ian Donnelly, un physicien théoricien, qui nous sort des tirades ringardes sur la science et le langage comme piliers de la civilisation. Ils arrivent dans un camp militaire immense. Au-dessus d'eux, se dresse une gigantesque coque noire flottante, qui défie toutes les lois de la physique. L'armée leur confisque leur téléphone. Le docteur Kettler les interroge sur leur niveau de stress, pendant qu'on embarque un type qui semble avoir perdu le fil de la réalité. Après avoir reçu une solide dose de vaccin, Ian et Louise pénètrent dans le centre haineux accent aigu véralgique de la base, un chaos total saturé d'écrans. L'agent Halpern se plaint de l'atmosphère des aliens. Elle, équipe, n'a absolument aucune idée de ce que ces visiteurs de l'espace racontent. Louise S. équipe d'une combinaison hazmat orange bien encombrante. Elle fixe nerveusement l'inquiétant monolithe flottant au-dessus d'elle. Ils prennent un camion pour rejoindre le vaisseau. Louise panique lorsqu'il se gare juste en dessous de cet effrayant caillou spatial défiant la gravité. Une nacelle élévatrice emmène les nerds terrifiés au fond du vaisseau. La gravité décide de s'accorder une pause café immédiate. Elle, équipage, flotte maladroitement dans un tunnel. Ian S. étale spectaculairement sur le visage, prouvant que les scientifiques ne sont définitivement pas des héros d'action. Ils entrent dans une pièce brumeuse, dotée d'une paroi vitrée. Par mesure de sécurité, ils ont emmené un vrai canari en cage. Deux aliens massifs, ressemblant à des calamars, apparaissent dans la brume. Louise est terrifiée par ces créatures géantes à 7 pattes, qui ont tout d'un calamari. De retour à la base, Ian vomit agressivement dans une poubelle. Pendant ce temps, les infos mondiales montrent des sectes en train de mettre le monde en pièces. Halpern se plaint de l'absence totale de progrès. Louise, tremblante, attrape un tableau blanc pour tenter de communiquer visuellement avec les Space Squids. Louise écrit « Human » sur le tableau. L'extraterrestre répond en projetant une tache d'encre circulaire depuis son tentacule. Ces taches d'encre sont en réalité des logogrammes complexes. Louise se sent comme une génie, même si Weber se plaint qu'elle traîne un peu trop. Louise donne une leçon à Weber avec une histoire de kangourous et de malentendus, exigeant qu'il apprenne le vocabulaire de base, avant de poser les grandes questions. Elle admet plus tard que l'histoire du kangourou était totalement bidon. Ian défend sa logique brillante face à des gradés militaires à bout de patience. Le général Cheng, en Chine, a la gâchette un peu trop facile. Louise, quant à elle, s'entête à vouloir apprendre aux extraterrestres des verbes élémentaires comme manger et marcher. Louise explique que pour demander « Quel est ton but ?», il faut d'abord enseigner une grammaire complexe. Weber s'incline à contre-cœur devant sa logique de « All is ».
De retour à l'intérieur, les extraterrestres semblent déconcertés par les combinaisons de protection. Louise décide audacieusement de retirer la sienne. Le commandement panique totalement, alors que Louise s'approche de la vitre sans aucune protection. Elle touche la paroi, et l'extraterrestre plaque sa main contre la sienne. Ian retire son costume lui aussi, surtout par effet de groupe. Ils affublent hilaramment les deux extraterrestres des noms d'Abbott et Costello. En quittant le vaisseau, Louise est soudainement frappée par une vision vertigineuse de sa défunte fille, Anna, en train de regarder un cheval. Le médecin ne trouve absolument aucune trace de radiation sur Louise. Plus tard, alors qu'elle étudie des taches d'encre, Louise est bombardée par d'autres visions d'Anna. Elle pleure à cause de ses rêves éveillés très réalistes. Ian raconte que ces heptapods ne laissent aucune trace et semblent être un mystère total. Ian remarque que leur langue écrite ne correspond pas au son qu'ils produisent en parlant. Ils écrivent directement le sens, faisant l'impasse sur les syllabes fastidieuses. Leur écriture est totalement non linéaire. Créée, en quelques secondes, sans aucune direction, ni en avant, ni en arrière. C'est vraiment à se retourner le cerveau. Ian drague maladroitement, en faisant éloge de l'approche mathématique de Louise envers le langage. Il admet avec gêne qu'il est content de être retrouvé coincé avec elle. Les médias attisent une hystérie totale. Les experts hurlent à l'invasion et exigent que le gouvernement tire le premier. Les visions étranges de Louise s'intensifient, et elle voit Anna en train de dessiner une image adorable de ses parents en pleine conversation avec des animaux. Ian interrompt son flashback émotionnel. Louise sort en titubant, pratiquement noyée dans les souvenirs doux amers de sa fille mourante. Louise fait des recherches sur la Sapir-Whorf hypothesis, selon laquelle apprendre une langue recablerait votre cerveau. Ian lui demande si elle fait des rêves en alien. Weber réveille Louise sans ménagement. Il lui fait écouter un enregistrement audio qui a fuité, où l'on entend l'armée chinoise paniquer face au message des extraterrestres. La Chine utilise des tuiles de mahjong pour communiquer avec les extraterrestres. Louise fait remarquer que traiter le langage comme un simple jeu transforme tout en un champ de bataille. Il est enfin temps de poser la grande question. Louise tape des logogrammes sur une tablette, demandant à Costello ce qu'ils veulent réellement. La traduction indique « Use weapon ». L'armée perd immédiatement les pédales, supposant qu'il s'agit d'une menace intergalactique. Halpern pense que les aliens veulent que les humains s'entre-détruisent. La panique s'empare de la planète alors que les nations cessent de partager la moindre information. Les communications mondiales sont totalement tombées en rade. Le général Chang, de Chine, déclare qu'il n'accorde plus la moindre confiance à ses Squid Guests. Un soldat renégat s'infiltre dans le vaisseau extraterrestre avec une vraie bombe C4. Ignorant tout du danger, Louise et Ian se précipitent à l'intérieur comme des inconscients. Avec une bombe à retardement à proximité, Louise supplie les extraterrestres de clarifier ce qu'ils entendent par « arme ». L'extraterrestre répond avec un message massif et complexe. Louise pose ses deux mains sur la vitre. Elle aide en fait Abbott à tracer un immense cercle d'encre, dans une proximité très intime. Abbott projette des milliers de symboles juste au moment où la bombe explose. L'extraterrestre propulse littéralement Ian et Louise vers la sécurité. Louise se réveille à l'infirmerie, en pleine forme. Les soldats renégats ont tout fait foirer. Mais les aliens nous ont balancé une cargaison de données monumentale. Au lieu d'attaquer, le vaisseau prend simplement de l'altitude pour se mettre hors de portée. De toute façon, Halpern était déjà prêt à déclencher la World War III. La Chine déclare officiellement la guerre aux aliens. Le général Chang donne 24 heures au vaisseau pour déguerpir ou finir en cendres. Louise et Ian analysent les données complexes des extraterrestres. Elle a une nouvelle vision de Anna discutant de Non-Zero Sum Games. Ian réalise que le message concerne le temps, et que les données représentent exactement un 12e du tout. Ils ont besoin des autres nations. Halpern refuse de partager sa pièce du puzzle. Un message russe ayant fuité déclare « Many become one », faisant allusion à un travail d'équipe absolue. Louise soutient qu'il s'agit d'un test pour forcer la coopération mondiale. Avec les communications coupées, ils ne peuvent pas atteindre les alliés à temps. L'armée se prépare à évacuation. Louise éclipse en douce pour aller visiter le vaisseau spatial elle-même, en totale roue libre. Le vaisseau largue une nacelle magique pour elle. Elle monte à bord et élève jusqu'à une chambre aveuglante, remplie de liquide, derrière la paroi vitrée. Louise flotte dans cette étrange brume. Elle réalise qu'en y regardant de plus près, les extraterrestres sont d'une immensité insondable. Costello lui annonce qu'Abbott est en train de mourir. Il lui explique que arme est en fait leur langage.
destiné uniquement à aider l'humanité. Les extraterrestres ont besoin de notre aide dans 3000 ans. Louise finit par réaliser que ces visions de Hannah sont en fait son futur. Louise atterrit sain et sauf sur Terre. La base est en cours d'évacuation, parce que le monde est sur le point de faire boum. Dans une vision du futur, Louise confie à Hannah qu'elle a mis son père en colère en lui révélant une tragédie inévitable. Les vaisseaux extraterrestres pivotent à l'horizontale. Alors que l'armée prend la fuite, Louise réalise qu'elle doit utiliser ses connaissances du futur, et ce, immédiatement. Louise se projette en train d'écrire un livre sur le langage extraterrestre. L'apprendre débloque le cheat code ultime. Percevoir le temps de manière non linéaire. Weber file à l'anglaise. Louise ferme les yeux et jette un coup d'œil à un futur gala mondain, célébrant l'unité mondiale. Le futur général Chang remercie Louise d'avoir appelé son numéro privé pour stopper la guerre. Et il lui montre littéralement le numéro. Armée d'un numéro de téléphone venu du futur, Louise, dans le présent, subtilise avec audace un téléphone satellite à Halpern. Les soldats traquent le Rogue Calais. Le Chang du futur confie à Louise les derniers mots de sa femme, qu'elle lui répète dans le présent. Ian bloque les soldats armés. Louise délivre le message futuriste hallucinant à Chang, sauvant la planète entière en véritable patronne. La Chine bat en retraite. Tout le monde partage ses devoirs extraterrestres, et les vaisseaux S évaporent paisiblement en brume, ne laissant aucune trace. Louise accepte son destin tragique avec Ian et Hannah. Elle sait que le cœur brisé l'attend au tournant, mais elle plonge quand même, tête la première. Ian lui déclare sa flamme, prouvant que les physiciens manquent cruellement de retenue. Ils s'enlacent, scellant ainsi leur ligne temporelle condamnée, mais ô combien magnifique. Ian lui demande s'il devrait faire un bébé. Connaissant toute l'amertume et la douceur de ce voyage, Louise se contente de le serrer dans ses bras et de dire oui. Voilà les amis. La grande morale sarcastique de l'histoire. Si des calamars spatiaux géants se garent dans votre jardin, n'essayez pas de les faire exploser tout de suite, contentez-vous d'apprendre à lire leur calligraphie magique. Et n'oubliez pas, savoir que votre futur finira en larmes ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter de ce voyage viral et renversant tant qu'il dure.